Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT diplomatique. C'est depuis le Kind Plaza Arjan by Rotana que je vous accueille pour ce nouveau rendez-vous très particulier, car nous allons nous entretenir au sujet de l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme africaine. La femme africaine est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis climatiques, sociaux, économiques et bien d'autres, et nous allons tenter de répondre à certaines questions existentielles, pour ne pas dire fondamentales, en compagnie de mes invités que je m'empresse donc de vous présenter. Un parterre d'invités qui nous viennent globalement de Guinée-Conakry, du Sénégal, de Belgique, mais aussi d'Espagne, et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais donc introduire mon premier invité. Il s'agit de son Excellence Madame Ngoné Ndoye, qui est ministre honoraire des Sénégalais de l'étranger, de l'extérieur. Je parle sous votre contrôle. Bien évidemment, vous êtes présidente fondatrice de l'ONG FEMIDEC, Femmes, Enfants, Migration et Développement communautaire. Vous êtes également représentante pays du CSD. On aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. Vous êtes la marraine évidemment d'honneur de Empowerment Women International, qui a d'ailleurs organisé à Kinshasa au mois d'octobre une conférence sur le thème précisément du leadership et des initiatives de la femme africaine. Ancienne sénatrice, membre de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, vous avez été vice-président du groupe libéral, mais également président de la commission population santé. On continue avec votre profil, maire de Rufisque. Tout à fait. Donc ça fait quelques années déjà quand même. Vous avez eu à œuvrer en tout cas dans une entité territoriale, secrétaire général des femmes élues d'Afrique de l'Ouest, présidente de la commission femmes élues du Sénégal, et enfin présidente Afrique de Soleotop. Madame la ministre, soyez la bienvenue. Merci. Nous continuons avec notre deuxième invitée, une femme. C'est un plateau marqué du sceau de la parité que je vais donc vous proposer aujourd'hui. Amina Lutumba Ndoye, qui est la présidente fondatrice de Empowering Women International, qui a organisé à Kinshasa, c'était le 28 octobre dernier, cette conférence sur le thème précisément du leadership et des initiatives de la femme africaine. Vous êtes également présidente fondatrice des Parents Soulagés, ASBL, basée en Belgique. C'est bien cela. Vous êtes également cofondatrice et présidente des Femmes Noires, Femmes Africaines, mais également initiatrice de la Journée mondiale de la maman solo. Vous nous en direz tant tout à l'heure. Notre troisième invité, monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, ambassadeur auprès de la Commission internationale des droits de l'homme. Vous êtes également ambassadeur auprès de l'Organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises, président de Open Business Africa, mais aussi de Bridge of Innovation. Vous avez également la casquette de président de l'Observatoire africain, panafricain du numérique. Cher monsieur José Ramón Sáez, merci, vous nous venez de Madrid, en Espagne. Premier séjour en RDC? Oui. Alors, vous êtes le CEO de Kids Company, vous êtes mécène bien connu de la fondation Look Good, Feel Better, on aura l'occasion d'en parler bien évidemment. Vous êtes aussi ambassadeur dans la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. C'est aussi une thématique qui vous tient à cœur, et vous êtes aussi lauréat du prix Halal Trophy. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, nous allons donc aborder ce sujet très important de l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme africaine. Je me tourne vers vous, madame la ministre. Lors de la conférence susmentionnée, vous avez évoqué l'expérience sénégalaise en matière de partenariat public-privé. D'un mot, en quoi cela consiste? Merci beaucoup, monsieur Nzouzi, pour cette invitation dans ce prestigieux plateau connu de toute l'Afrique et du monde. Je vous félicite et vous encourage sur cette voie. Je me permets de saluer tous mes co-débatteurs, mais aussi l'Afrique et le monde. Nous nous sommes réunis ici à Kinshasa par la grâce d'une éclairée jeune dame, Madame Aminata Lutumba Ndoye,
pour encore parler de la femme. Mais cette fois, parler d'elle en tant que moteur du développement africain. Parler de la femme en tant qu'avenir, mais aussi présent bouillant de l'économie africaine. Un mode de partenariat qui est devenu obligatoire dans tous les pays parce que nécessaire. Nécessaire puisque ce sont les fonds d'investissement qui permettent d'aller de l'avant. Et si les États s'en tiennent à leur avoir, nous allons vers un manque criard de ressources. Le Sénégal s'est préparé à cela. Depuis les années 2000 déjà, notre environnement institutionnel a été réorganisé autour de la femme. Autour de la femme parce que c'est elle qui transforme, c'est elle qui produit, c'est elle qui consomme, mais c'est elle qui revend. Et la principale activité économique, c'est la revente, le commerce. Et nous sommes très, très engagés sur la voie de l'ouverture des fonds, intérieurs comme extérieurs, à la femme transformatrice qui aujourd'hui veut être pas seulement une PME, mais plus tard une industrie. Nous voulons que l'agriculture en Afrique soit motorisée, qu'elle soit valorisée, qu'elle soit mieux orientée, diversifiée, mais aussi que nous puissions récupérer notre marché qu'est l'Afrique, parce que nous sommes démographiquement très importants. Et voilà pourquoi hier nous avons beaucoup discuté sur toutes ces pistes. Nous y reviendrons. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir dans le détail. Je me tourne vers vous, Amina Lutumbandoy. Alors, cette initiative, bien évidemment, était attendue depuis très longtemps. Vous avez, en créant Empowering Women International, tissé un réseau important à l'international avec des femmes basées dans différents pays du monde. Alors, peut-être pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas très bien votre organisation, d'abord, quels sont ses objectifs, ses missions et puis surtout, pourquoi avoir choisi Kinshasa pour cette première grande rencontre? Empowering Women International est un réseau de leadership d'excellence au féminin africain destiné à valoriser la femme dans toutes ses déclinaisons pour mettre du poids dans ce réseau, de la crédibilité et une vision qui devra se développer avec pérennité. J'ai fait appel à des parrains d'exception, dont 3 membres d'honneur du comité de parrainage que nous avons ici présents, Madame la ministre Ngoné Ndoye, Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta et Madame Nicole Bachwa Toumba. À l'image de leur parcours inspirant, qui sont dans 3 pays différents, j'ai basé toute la vision de mon travail pour que la femme puisse exceller. Alors 2 femmes très inspirantes dans 2 pays différents qui donnent le ton de leur résilience au travail face à la place de la femme à tous les niveaux, et leur parcours d'excellence est un moteur de valorisation pour toutes les femmes. Et j'ai fait appel à mon mentor, Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, qui lui est un monsieur qui se bat pour la femme, encadre et encourage. Donc à travers ces diverses casquettes, nous pouvons aussi trouver des chemins pour que les femmes continuent d'avancer. Pourquoi avoir choisi Kinshasa? Parce que je suis originaire du Congo, donc c'est quand même fondé par une Congolaise et je ne pouvais pas ne pas passer par la RDC pour commencer, mais à l'instar de l'Union africaine, le Congo est à l'honneur et nous passerons à Dakar l'année prochaine. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kin Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici, désormais, que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous, eh bien, de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT Diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, en votre qualité d'ambassadeur auprès de
la Commission internationale des droits de l'homme. Vous avez participé à cette importante conférence. Alors, quelles étaient vos attentes au départ, mais surtout, quel message avez-vous voulu délivrer à cette occasion? Merci, M. Zouzi, de m'avoir invité sur ce plateau exceptionnel. C'est toujours un plaisir de venir en Afrique, puisque, vous savez, nos activités sont toujours sur l'Europe, et sauf des missions qu'on effectue souvent sur le continent africain. Et cette fois-ci, j'ai une mission spéciale. J'accompagne une jeune leader dans son domaine d'action, qui a voulu porter un message universel, le message de complémentarité, de message d'espoir avec les femmes de ce pays, puisqu'elle est quand même originaire de ce pays. Donc elle a voulu montrer à ce pays que c'est possible avec les jeunes filles, c'est possible avec les femmes. Et dans mon expertise, dans ma profession, j'ai toujours créé des ponts, j'ai toujours validé des ponts entre les autres. Et donc, lorsqu'elle m'a demandé de participer à cet événement, j'ai dit oui, avec un grand oui, puisque le combat des femmes m'intéresse. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon père très tôt. J'ai été éduqué par ma mère et je connais la puissance et la force, le dynamisme des femmes. Donc, je suis un homme, comme on dit souvent, gendré, parce que je me bats toujours pour que les femmes soient à la place qu'il faut. Je disais à cette conférence qu'il n'y a pas de solution possible. La solution, c'est aller avec les femmes, valider des choses avec les femmes. Alors, la conférence était extraordinaire. J'ai retiré un aspect extrêmement positif, parce que j'ai vu des dames de 15 à 25 ans, 30 ans, qui gèrent des hectares de terrains agricoles, qui sont investis dans l'agriculture, qui sont à l'étranger, mais qui ont aussi un pied ici, qui font tout pour faire avancer les choses. J'ai vu des dames dans le social, et ça c'est formidable. Je pense qu'il y a un élan qu'elle a pu insurger à ces gens-là, et je pense que son organisation va faire de très bonnes choses dans ce pays, et nous l'accompagnerons dans ce sens. Alors on a l'occasion d'approfondir la question. Alors après Dakar, Kinshasa, Conakry, nous allons nous arrêter à Madrid, si vous le permettez, José Ramon Saïz. Alors, vous êtes un homme engagé, un homme de cœur, d'engagement, je l'ai dit. Vous avez visité la République démocratique du Congo pour la toute première fois à l'occasion de cette importante conférence. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous retenez au fond de ce moment que vous avez partagé ici en RDC? Merci, M. Souci, pour me permettre de participer avec très important co-parleur. Et bon, comme vous savez, j'ai commencé une société qui, depuis 25 ans, on travaille en particulier à l'aide humanitaire. Nous travaillons avec la Société des Nations Unies, la Croix-Rouge internationale. Et j'ai la grande opportunité de faire chose pour les femmes qui sont en particulier en grande difficulté dans le camp des réfugiés, non? La Syrie, la Jordanie et la Libye, le Maroc. C'est un peu notre cœur on met notre métier de faire des choses adaptées pour eux, non? Pour les faire la vie un peu plus facile, non? Maintenant, j'ai eu la grande opportunité d'arriver à Congo avec de la main de deux grandes organisations qui, j'ai connu l'esprit, les choses de faire, et il m'a poussé pour collaborer ici, et avec un projet d'orphelinat ici, non? Ça, c'est qui m'a donné un peu l'énergie pour avancer un peu sur le continent africain, parce que le Congo, c'est un peu c'est loin pour les Espagnols, non? C'est vrai. Tout à fait. Pas tant que ça, on va dire ça comme ça. Oui. Encadrement du leadership et initiative de la femme africaine, de nombreux défis, Madame la Ministre, auxquels la femme africaine est confrontée aujourd'hui. C'est une réalité qui, au fond, concerne quasiment toutes les femmes, selon que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ce sont quasiment les mêmes problématiques. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la femme occupe une place centrale dans la société, dans le processus de développement. C'est pour cette raison d'ailleurs que depuis de très longues années, au niveau
des Nations Unies, des efforts sont faits. On a évidemment en mémoire l'autonomisation de la femme, ce terme qui fait florès depuis maintenant presque 30 ans et qui est un moyen de renforcer d'une certaine manière les capacités de la femme dans un milieu parfois, je dirais, hostile. Madame la ministre, alors aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du leadership et des initiatives de la femme africaine? Je vais d'abord me féliciter. Je pense que nous devons nous féliciter des avancées parce qu'il y en a eu. Nous avons quand même eu quelques... Comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique bouillonne de stratégies et d'activités entrepreneuriales parce que nous sommes au niveau mondial la zone où on a plus de femmes entrepreneurs que d'hommes. En global, ça fait 87% d'entreprises qui sont créées par les femmes. Elles sont innovantes, elles sont présentes, mais il y a quand même des construits identitaires qui les plombent un tout petit peu. Il y a des résistances, ce sont les construits identitaires. Nous sommes, oui. Je culture, dis pas les hommes, mais en tout cas, tradition, la société, voilà, la un société choc de culture d'une certaine manière. veut faire de nous des sédentaires, alors que la mobilité est le propre de l'homme. Il faut bouger, il faut se mouvoir, il faut présenter son produit, il faut échanger avec le monde. D'où cette perche que nous lançons à la connectivité à Internet, que nos enfants détiennent pour la plupart du temps et dont nous avons besoin. Aller sur le marché maintenant, le e-market se développe plus que directement les étals au marché. Donc les femmes sont en train de percer ce phénomène-là. Mais paradoxalement, il y a quand même une difficulté d'accès justement aux nouvelles technologies. Parce que la femme africaine, dans sa grande majorité, est une femme qui est quand même tournée vers la ruralité. Je pars sous votre contrôle. J'arrivais à la difficulté que l'avènement de la Covid-19 nous amène un peu à transcender. Parce que grâce à la Covid-19, je dis grâce vraiment, et on ne dit que quand c'est le bonheur, aujourd'hui on sait que les gens peuvent travailler depuis là où ils sont. Maintenant, est-ce que entre construire, grâce au PPP, des grands travaux d'autoroutes, de grands travaux de voies de passage de train, etc., de communication et de pistes de communication, entre construire physiquement cela et faire accéder la connectivité au fin fond de la ruralité, c'est lequel le moins cher? Parce qu'on pense quand même qu'avec les énergies renouvelables, avec le soleil et le vent que nous avons en Afrique, nous pouvons être connectés. La volonté politique, elle doit exister parce qu'elle ne doit pas dépendre des lobbies internationaux. Mais c'est pourquoi cette volonté politique nous amène à demander à ce que les femmes soient dans les instances de prise exécutive de décision. Pas seulement autour des assemblées et des collectivités, mais être aussi chef d'exécutif pour prendre des décisions qui leur seront favorables. Et la décision la plus favorable, c'est l'accès. Qui gère l'information gère le pouvoir. Avoir accès à cette connectivité, pouvoir être mobile, parce que sinon nous n'aurions pas pu avoir Madame Amina Lutumba Ndoye, qui est de la diaspora de la RDC, qui a mobilisé la diaspora d'Afrique pour venir en Afrique donner son savoir, sa disponibilité et son entre-gens. Donc cette mobilité, elle est capitale. Il faut que nous puissions aussi nous valoriser en utilisant notre démographie. Ceux qui sont passés d'abord par ce chemin nous montrent comment il faut faire. Ce n'est pas évident que l'Afrique soit trop peuplée, je ne pense pas, parce qu'elle est assez vaste et assez riche. Alors, elle est d'autant plus riche et vaste, Amina Lutumba Ndoye, qu'il nous faut néanmoins nous interroger sur la capacité de la femme à, je dirais, être un acteur de changement. On a parlé tout à l'heure de l'encadrement du leadership et des initiatives. Vous-même, à partir de l'Europe, vous prenez des initiatives. Mais de quels moyens disposez-vous? De quels outils disposez-vous pour précisément susciter chez la femme africaine à la fois cette prise de conscience et de responsabilité? Alors, on va parler du digital, parce que je travaille avec mes équipes via Internet. Ça fait quelques années et je les ai enfin rencontrées. Des femmes qui mènent tous mes combats sans poser trop de questions, en s'exécutant et en travaillant à la réalité du terrain. Motiver des femmes, c'est très simple. Il faut juste les valoriser et leur donner les outils qu'elles possèdent en elles. Quand vous dites qu'il faut les valoriser, est-ce que vous avez le sentiment que la femme est méprisée à l'heure actuelle sur le continent africain? La femme est méprisée, la femme n'a pas conscience de ses capacités tout simplement. C'est à elle de Elle n'ose pas.
Elle n'ose pas. Elle est bloquée par les barrières de la société. Les résistances socioculturelles, par exemple. Tout à fait. Et donc, il suffit juste de lui donner cette impulsion, comme mes mentors ici présents, comme M. Saïs, en m'accompagnant, me donne. Donc, moi, on me l'a donné, on m'a tendu la main, je tends la main à mon tour à ces femmes, mais en leur précisant bien que c'est elles qui vont faire partie du changement, qui vont pouvoir changer leur environnement. Et il suffit de savoir que les outils qu'on a au fond de soi sont vraiment les forces pour avancer. On n'a pas dit que tout le monde doit être ambassadeur, ministre, CEO d'entreprise. On a dit seulement qu'on doit avoir cette fierté, cette dignité de pouvoir avancer, cette dignité de pouvoir gérer et nourrir sa famille, cette dignité de pouvoir évoluer et rester fier. On ne peut pas, en fonction de là où on se trouve, on ne peut pas toujours avoir une grande réussite. Mais la première réussite, c'est d'être une femme debout, une femme capable qui peut regarder tout à chacun dans les yeux et avancer. Une femme debout, une femme connectée, mobile, qui peut évidemment communiquer. Digitalisation, hein. Pourquoi? Vous êtes le président de l'Observatoire panafricain du numérique, monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta. À la lumière de ce qui vient d'être dit, comment voyez-vous les choses? Comment les choses peuvent-elles s'articuler finalement? Écoutez, ça me parle, hein, ce qu'elle a dit. Pour avancer et pour aider, j'aime pas trop ce terme-là, il faut ouvrir les perspectives d'avenir réelles pour la jeune féminine. L'État a son rôle à jouer. Lorsque j'ai lancé en 1999 l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement, personne ne savait qu'il y avait le Covid qui arrivait. J'avais commencé à projeter que nos États doivent prendre conscience de cette révolution numérique pour le valider et pour la transformer en une révolution industrielle. Parce que le numérique est important. Savez-vous, le digital nous permettra d'organiser les choses d'une façon extraordinaire, extrêmement, vraiment optimisée au niveau de la décision. C'est avec l'intelligence artificielle. Le digital est important. Mais pour amender dans le sens de Mme Amina, dans les perspectives d'évolution de son organisation, il faut que les États s'organisent à créer des poches de complémentarité et au niveau de décision pour qu'on puisse rayer les univers de sécheresse au niveau de la connectivité. Il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour ça. Où peut-on les trouver, ces Et moyens? la décision. Lorsque nous avons lancé l'Observatoire panafricain numérique, nous avons proposé un Sovereign Act for Internet. L'acte souverain pour l'Internet. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il faut que les États prennent la décision de dire, voilà, aujourd'hui, l'Internet, c'est un acquis, mais vous avez les grands mastodons de l'Internet qui verrouillent tout dans le monde, c'est-à-dire les GAFAM, qui rentrent, Google, Amazon, Facebook, qui rentrent en Afrique sans taper la porte, tout à fait, oui. et qui font ce qu'ils veulent. Alors, l'acte souverain pour Internet que nous avons proposé, c'est de voir comment taxer ces GAFAM afin de créer des outils nécessaires pour créer des infrastructures numériques pour qu'à Dakar ou à Conakry, on puisse parler à un villageois qui est à 300 à 400 km et que les villageois ressentent que finalement, ils ne sont pas dans un désert culturel, ils ne sont pas dans un désert de connectivité. Et nous avons demandé que la connectivité de l'Internet et que l'Internet soit considéré comme un élément essentiel de vie et que finalement, nous puissions arriver à la connectivité gratuite. Parce que c'est ce qu'il faut. Vous savez, nous devons promouvoir l'enseignement, l'éducation. Et demain, les enfants qui vont aujourd'hui à l'école à pied, mais n'iront pas à l'école, ils resteront à la maison. Ils vont être formés par le e-learning. Et si on ne met pas les choses à plat et que finalement le coût de la connectivité soit gratuit pour l'e-formation, ben nous aurons des problèmes. Il faudrait qu'on migre à cela. C'est cela la réalité de l'Afrique, parce que l'Afrique est un grand continent. Nous avons commencé déjà à nous approprier de cet outil. Si nous y mettons la force et les décisions des États, je pense que l'Afrique sera
déjà nous sommes le berceau de la civilisation, nous serons le berceau de l'univers informatique et de l'univers du numérique. Une belle ambition qu'il faudra concrétiser. Une fois de plus, monsieur l'ambassadeur, on aura l'occasion d'y revenir. José Ramón Sáiz, je me tourne vers vous. Vous êtes un mécène bien connu. Ce qui vient d'être dit vous interpelle, j'imagine, par rapport justement à la capacité qu'aurait le continent africain à favoriser un meilleur accès justement, je dirais, au numérique et autres. Vous intervenez régulièrement dans le domaine humanitaire, vous l'avez dit vous-même, vous avez travaillé et vous travaillez toujours avec notamment le système des Nations Unies. À la lumière de ce qui vient d'être dit, quelle serait la bonne stratégie justement pour permettre d'une part que la femme africaine, dans, je dirais, sa construction, puisse accéder à ces outils-là, et puis surtout, comment peut-on y arriver? Bon, vraiment, c'est un grand projet et les sociétés privées, et nous devons connaître qu'est-ce qu'il peut faire la femme dans ces nouvelles évolutions que la ministre a parlé, qui doit sortir de l'agriculture basique pour survivre, non? Parce que maintenant, son travail, c'est très concentré en survivre, la famille, les enfants. Et pour les sociétés, une société privée comme nous, qui avons l'opportunité de travailler à côté d'organisations humanitaires, je connais parce qu'on a l'intérêt, mais je crois que aussi on doit approcher la situation à l'accompagner, non? À l'accompagner, il y a, avec la participation, le conférences comme celle-ci, on doit mettre plus proche de nous qu'il y a une grande opportunité pour femmes qui sont préparées, qui ont la capacité de travailler avec nous, non? Même dans notre pays, mais après dans son pays. Parce que elle, sans doute, doit être le moteur. Tout à fait. Qui change chaque pays, non? Femme actrice et moteur de changement, il en sera question dans la seconde partie. Nous nous retrouvons après une courte pause. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kin Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire, et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT Diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Retour sur le plateau du JT Diplomatique pour cette deuxième partie consacrée à l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme africaine, avec mes invités, Madame la ministre honoraire des Sénégalais de l'extérieur, Madame Ngoni Ndoye, avec Madame Amina Lutumba Ndoye, qui est la présidente de Empowerment Women International, Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, qui nous fait l'honneur d'être présent. Merci une fois de plus d'être là. Et vous, José Ramón Sáiz, pour votre participation. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet, et c'est peu dire, car il est important que nous sachions exactement où nous en sommes véritablement, le leadership, les initiatives de la femme africaine. Alors, petite question peut-être un peu provocatrice, est-ce qu'on peut encadrer le leadership, Madame la ministre? Conseiller, oui, mais encadrer, non. Être leader, c'est déjà savoir ce que l'on veut, où on va, être libre de ses pensées et en vouloir. Est-ce que ça relève de l'acquis ou de l'inné, le leadership, selon vous? Bon, inné, mais on peut l'acquérir si on est fan de quelqu'un ou de quelque chose, ou si on est révolté par une situation.
Si je prends le cas de Madame Korkadia du Sénégal, qui aujourd'hui produit immensément de riz, à exporter d'ailleurs, et c'est parti du fait qu'elle voulait donner à manger à sa famille. Elle a pris une graine de riz normale, dans du sable normal, et l'a plantée. Ça ne marchait pas, parce qu'elle voulait du riz pour sa famille. Aujourd'hui, elle a des millions et des millions de machines en coût, et elle a des hectares de terre à n'en plus finir, jusqu'à exporter son riz. Mais lorsque l'on a ce type de témoignage, on sait aussi que les femmes peuvent être cruelles entre elles. Est-ce que lorsque l'on est dans une phase de leadership, appelons les choses telles qu'elles sont, transformationnelles, que l'on impacte sur la vie des autres, est-ce que les femmes peuvent se montrer solidaires finalement, Amina Loto-Bandoy? Elles peuvent se montrer solidaires, on peut être des guerrières ensemble. Bien sûr, il y a toujours des coups bas, c'est l'histoire du monde. On n'aime pas que l'autre brille mieux, mais quand on construit un réseau comme je l'ai fait, c'est que la lumière n'est pas sur moi, même si aujourd'hui je suis sur votre plateau, mais la lumière et les bénéfices sont à ces femmes qui font partie du réseau, à ce qu'elles produisent. Et voilà, je pense que quand une femme est valorisée, son travail est valorisé, elle va avoir plus facile à adhérer à votre vision et à continuer à avancer avec vous et ramener notre force vive pour avancer. Donc l'histoire du monde fait que la femme est sa propre ennemie, mais c'est des tendances inversées, rien n'est figé. Monsieur l'ambassadeur, cela vous inspire-t-il? Oui, vous savez, avant de parler leadership, il faut parler de leader, hein, c'est-à-dire une force qui permet aux autres d'avancer, une force qui donne la route, une force qui construit des citadelles pour celle qui est en face ou celui qui est en face, pour se construire, lui donner les moyens de faire quelque chose pour qu'il devienne leader. Donc le leadership, c'est à deux points. Le premier, c'est le leader qui trace le chemin, et celle qui est en face ou celui qui est en face, qui en prend l'autoroute, qui est complètement balisée pour lui, en le conseillant d'aller là où il doit aller. Donc le leader fait son travail au départ et s'efface pour l'autre qui va le remplacer, qui va être le leader. Et c'est à cette condition-là qu'on peut parler de leadership, parce qu'on a apporté quelque chose à quelqu'un qui s'est transformé, qui s'est valorisé, qui a eu une vision de ce qu'elle doit construire pour soi-même et pour les autres, pour essayer de faire quelque chose d'utile, utile pour soi-même, utile pour les autres, utile pour la société. Mais vous n'avez pas le sentiment, monsieur l'ambassadeur, que l'effacement est peut-être la dimension la plus difficile du leadership? Oui, c'est sûr, mais vous savez, on n'a jamais fini d'apporter sa contribution. Tout dépend de la manière dont on le veut. Vous savez, je prends l'exemple pour moi. Je suis engagé dans beaucoup d'organisations féminines, dans beaucoup de sujets. Vous êtes féministe? Je suis féministe. Je suis féministe parce que je pense que dans le monde actuel où nous vivons cette perspective de construire un monde nouveau, un monde extraordinaire, les hommes doivent être les premiers féministes. Les hommes doivent être premiers féministes. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître à l'autre ses valeurs. L'histoire de l'humanité s'est construite pas seulement avec les hommes. Elle s'est construite avec les hommes, avec les femmes. Les femmes ont été des leaders. Les femmes ont été à la force de l'humanité. Et c'est ça l'essentiel. Les femmes ne demandent pas une aide, ce que je dis souvent. Les femmes demandent une valorisation de leur acquis, leur importance, leur savoir-faire et ce qu'ils ont déjà apporté à la société. Vous savez, c'est important qu'on dise demain, voilà, on a fait ça grâce aux femmes. Et ce n'est pas grâce aux femmes, c'est grâce à l'ensemble des acquis et de la connaissance des femmes. Vous adhérez, Madame la Ministre? Je voudrais le remercier déjà parce que c'est important d'avoir un partenaire aussi clairvoyant. Mais rebondir sur deux choses. D'abord, à la question posée à mon Amina, sur la rivalité. Les hommes sont plus cruels entre eux. Le fait est qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Les femmes ne sont Et pas ils en mettent... Les hommes sont cruels entre eux parce qu'ils se font des combats à mort. Sauf que c'est la femme qu'ils utilisent la plupart du temps et c'est la femme qui est devant.
La déformation culturelle fait que, puisque nous sommes une société matrimoniale en Afrique, les femmes veulent la perfection. Chacune veut le meilleur pour elle-même, pour sa famille, pour sa concession, pour son quartier, pour sa société. Et ça vient au devant de la scène que les femmes se mettent en compétition. Mais la compétition que les hommes se mettent est encore plus féroce. Et c'est dans cette compétition d'ailleurs que nous allons au niveau national et international, mais en tout cas au niveau des instances de décision macroéconomiques. Ils ne se pardonnent rien. Ils s'arrachent les marchés à coup de beaucoup de choses. Hein. Donc c'est quelque chose qui est inné à l'être humain. Maintenant, ce leadership de femmes dont nous parlons, de femmes éclairées qui doivent être devant et tracer la voie, il faut non seulement laisser éclore, mais il faut l'accepter parce que c'est un leadership qui existait bien avant que nous ayons ces questions de genre ou ces questions de sursaut, de valorisation de la femme. La charte du Mandé... Vous m'enlevez les mots de la bouche, effectivement. Tout à fait. C'est tout à fait bien avant tout ce que nous disons aujourd'hui. Bien évidemment, non, tout à fait. Et les femmes ont toujours conduit les politiques en Afrique, elles ont toujours conduit les orientations, elles ont toujours été devant de la scène, mais elles ont toujours prêté la parole aux hommes. Parce que la dignité africaine fait qu'une femme de classe et de valeur ne parle même pas très fort. Elle ne parle pas dehors. Madame la ministre, mais elle fait porter sa parole. Je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, il y a un mot qui a une importance et qui me parle à chaque fois quand je suis en Afrique. C'est le mot de la solidarité. La solidarité. Ce mot-là, elle est africaine, pour moi. Les femmes ont été à l'aune de cette pratique solidaire. Le social est né de cette solidarité, le social. Aujourd'hui, nous avons des États qui avancent avec des problématiques diverses. Le social est enfoui. Nous devons travailler pour l'extirper, pour le mettre sur la table, afin qu'on puisse prendre les valeurs réelles de nos sociétés. L'Afrique, c'est le social et la solidarité. L'économie vient après. Nous devons tout à fait bâtir quelque chose sur cette base-là, ce que nous sommes, et donner la pulsion économique pour engendrer ce tact social et de solidarité. Vous savez, moi j'ai grandi avec ma mère. Il y avait des jeunes filles et des jeunes garçons qui étaient venus à la maison parce que leur maman était venue au marché. Leur maman a dit à ma maman, écoutez, on va vous laisser cette fille, on viendra la chercher. Ils ne sont jamais venus la chercher. Ils ont appelé simplement et dit, ah, c'est ta fille, il faut t'en occuper. Maman l'a inscrit, on les a inscrits à l'école. Ces filles-là ont grandi avec nous. C'est ça la force de la solidarité. Nous ne devons pas le perdre. Alors, précisément, on va traverser la Méditerranée, José Ramon Saïz, avec ce qui vient d'être dit justement. Est-ce que vous pourriez partager avec nous l'expérience espagnole? La femme espagnole aujourd'hui est-elle confrontée aux mêmes problématiques que la femme africaine? Oui, sans doute, c'est un peu différent parce que bon, l'Espagne, il a eu un développement plus grand. Bien évidemment. Et maintenant, en Espagne, on reçoit beaucoup d'immigration, comme vous savez, du nord de l'Afrique, du Sahel aussi. C'est le premier pays aussi que l'Italie qui reçoit des personnes qui sont culturellement différents, avec différentes éducations, avec de grandes difficultés dans son pays. Et il arrive à l'Espagne pour trouver une opportunité. Non? Chez nous, dans notre société, nous avons plusieurs des personnes d'autres pays qui ont arrivé pour... Mais toujours, c'est un peu la volonté de le propriétaire, de le management de la société qui doit ouvrir un peu les yeux à ces personnes qui cherchent une opportunité. Est-ce que la notion de solidarité est-elle suffisamment présente dans la société espagnole? Oui, je crois que oui. L'ambassadeur avant parlait le mot de la solidarité. C'est vrai, l'Espagne, c'est un pays qui est solidaire. Les Espagnols ont sorti anciennement autres pays à travailler, à l'Amérique, à l'Europe. Et maintenant, c'est un grand... La migration, c'est vraiment le qui du monde actuel. Non? Partout, les personnes changent de pays,
cherchent de nouvelles opportunités. Et ce n'est pas facile, non? Parce que les régulations qu'il y a dans l'Europe, dans les États-Unis, dans l'Asie aussi, ne permet que ces personnes qui veulent travailler, qui veulent contribuer au pays, peuvent le faire, non? Je pense, merci M. Saïs, de le voir comme ça. Cela veut dire que vous êtes vous-même en position de solidarité. Mais je pense que la géopolitique mondiale tourne aujourd'hui autour de la migration. Et qu'il faut avoir un autre regard que celui d'eux. Ils viennent chercher du travail ou ils viennent un peu chercher une meilleure vision. Je crois que c'est l'expérience du monde. C'est quand même je crois la motivation première. C'est une expérience, pas seulement, ne pas avoir j'ai dit ne pas avoir ce seul regard. D'accord. Passer une expérience du monde, que ce soit du monde musulman avec le prophète Mohammed alayhi salam, que ce soit dans le monde chrétien avec le petit Jésus dont la mère a dû émigrer, fuir un peu pour pouvoir le mettre au monde, simplement parce qu'on n'est pas toujours bien chez soi. On peut aller chercher autre chose et se valoriser et être plus utile à la société et au monde. En Espagne, un pays frère et qui travaille beaucoup avec nous dans la migration et qui est très ouvert par rapport à certains autres pays occidentaux, nous savons que le développement de l'agriculture en Espagne est parti de leur migration en Europe. Ils ont été en France cueillir des raisins. C'est quand ils ont eu des difficultés avec le roi de France que le roi d'Espagne a décidé lui-même de planter des raisins en Andalousie, planter des olives. Donc, partant de l'expérience de la migration, il a pu développer son propre pays. Les Italiens aussi sont très ouverts parce qu'ils ont eux aussi essaimé au Brésil, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, la population africaine, qui démographiquement fait 19,4 millions, part à la recherche certes de la nourriture, mais surtout du développement, du meilleur. Et je pense que nos politiques, nos leaders et nos décideurs, dont les femmes, devraient aussi s'inspirer de ces questions et planter en Afrique. Je dis l'agriculture, c'est l'autosuffisance. Bien sûr. Il faut qu'en Afrique, le leadership féminin se penche sur la culture du raisin, sur la culture des pommes, sur la culture du blé, toutes choses qu'on nous avait dit qui ne pouvaient pas prospérer en Afrique. De cette agriculture justement, de survie, mais vers la production intensive et, encore je le dis, se reprendre son marché. Le marché mondial, il est africain. Que donc les Africains travaillent pour promouvoir leur économie en Afrique, récupérer leur propre marché et être présents au rendez-vous économique mondial. Vous avez donc créé Empowering Women International. Pourtant, quand on parle de leadership et d'initiative, on pense beaucoup plus à la femme citadine, en fait, la femme des villes. On pense beaucoup moins à la femme rurale. Ce qui vient d'être rappelé ici, c'est effectivement qu'il faille sortir de cette agriculture de survie. Alors comment justement créer ce lien entre deux mondes qui ne se parlent pas? C'est une manière de vous demander, au fond, de nous parler de l'expérience congolaise, puisque vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Comment percevez-vous justement cette forme de leadership et ces initiatives à l'aune, je dirais, de la ruralité ou de la femme urbaine? Merci pour la question. Je parlerai personnellement du leadership parce que pour moi le leadership commence par soi-même. Je ne vois pas le leadership en deux catégories, rural, urbain. Non. Le leadership est international. Pour la petite histoire, c'est la première fois que je frôle le sol congolais. J'ai grandi en Belgique. J'ai eu, par mon expérience, je me suis projetée en Afrique. Mon parcours, qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'étais une jeune fille africaine en Afrique? Je suis congolaise, certes, mais le fait d'avoir été écartée géographiquement de mon pays m'a donné envie de voir ailleurs, de prendre ailleurs. Quand on entend les propos de M. Saïs, de Madame la ministre Goneno ou de Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, qui parlent de migration, moi je parle d'autre chose maintenant, mais qui parlent de migration, c'est le savoir-faire et le renforcement des capacités. Pour moi, à ma place où je suis,
j'ai trouvé qu'il était important d'aller vers le continent africain, mais dans tout le continent africain, prendre le savoir-faire de l'Africain pour renforcer l'Africain. D'où mes 3 membres d'honneur du comité de parrainage ont 3 nationalités différentes, à des niveaux d'excellence. Donc je pense que le leadership est accessible à toute personne qui veut l'entendre, à toute personne qui veut le développer. Il suffit de pouvoir tendre et projeter et donner l'information. Monsieur l'ambassadeur a parlé de leader avant de parler de leadership. Leadership. Oui, on est leader ou on acquérit. Pour ma part, je pense que toute personne qui a la volonté, qui fait preuve de résilience, est un leader. Pour pouvoir évoluer, il ne faut pas avoir peur de frapper aux portes. Ce que j'ai fait avec eux, comme avec Monsieur Saïs. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré dans une foire humanitaire en Belgique. Et à ce moment-là, je construisais mon projet Amina Nsenga, je peux et j'y crois, parce que j'ai à cœur de mettre au centre de l'Afrique, mais vraiment partout en Afrique, un centre d'accueil pour les jeunes filles victimes de violences sexuelles qui sont des jeunes filles mères. Et je faisais une soirée caritative et j'avais besoin de produits. Et je tombe sur l'espace de M. Saïs et je demande est-ce que je pourrais avoir des échantillons sans savoir qu'il était le CEO. Donc il me dit oui, on discute 30 minutes, pour vous dire. 30 minutes et il me dit là j'ai besoin des produits mais revenez demain. Je me dis est-ce qu'il va me les donner? Je reviens le lendemain et il m'apporte cette caisse où il y a tous les produits dont les femmes ont besoin, les produits de première nécessité. Et je pars. Un kit, voilà, un kit humanitaire, et je pars finalement faire ce que j'avais à faire. Tout ça pour dire qu'il faut apprendre à savoir identifier les choses. Le leadership, c'est aussi cette volonté de vouloir apprendre de soi-même. J'ai vraiment la chance et l'honneur d'avoir des mentors d'excellence. Monsieur Cheikh Keita a commencé à m'éduquer en me faisant écouter des discours dont je n'avais rien à faire finalement parce que c'était des mots compliqués pour moi. Mais à force d'apprendre et d'écouter, j'ai appris à parler. Quand j'ai eu l'honneur de faire connaissance avec Madame la ministre Gonine Ndoye, j'ai appris son langage. Je ne peux pas dire que je la mime parce que j'apprends d'elle et puis je remets les choses dans mon périmètre à moi, mais j'apprends d'eux toute seule en regardant leurs interviews. Alors aujourd'hui, j'ai la pression parce que je suis en face de mes mentors qui... elle est bien gentille, mais vous savez, quand on est en face de quelqu'un qui veut apprendre, on sait qui veut apprendre, qui ne veut pas apprendre. Un leader qui accompagne une personne sait au départ, est-ce que cette personne a la volonté d'arriver là où elle veut. C'est plus simple pour un leader, pour accompagner une jeune femme, une jeune fille motivée par ce qu'elle doit faire. Elle a une ambition. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a une ambition, qui a des idées... L'ambition est un mot tabou en Afrique. Hein. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, M. Zenzoui. Il faut avoir l'ambition. On me dit souvent, M. Keita, j'ai été invité dans une plateau de télévision, on me dit, M. Keita, en Afrique, on n'aime pas les gens comme vous, qui touchent à tout, vous êtes tellement connus, vous faites ça. Je dis, écoutez, nous avons un temps de passage sur cette terre. Il faut qu'on ait le bon sens. On ne pense pas souvent à la mort, vous savez, M. Zenzoui. Mais la mort ne nous prévient pas. Nous avons un temps imparti pour vivre sur cette terre. Et pendant ce temps-là, il faut travailler pour faire du bien, pour construire quelque chose. Et c'est très important. Je voulais finir par ce phénomène d'immigration. C'est votre mot de la fin, car on va devoir conclure. D'immigration. Oui. Vous savez, on parle aujourd'hui d'immigration africaine en Europe. Mais avant, c'est les Européens qui viennent en Afrique. Quand vous voyez l'histoire de Carthage, en Tunisie et autres, mais les Italiens sont venus en masse en Tunisie. Alors, on parle d'immigration aujourd'hui. Mais, pour finir, je veux dire simplement à nos États de réhabiliter quelque chose qui ne meurt jamais dans l'humain, c'est l'espoir. Il faut construire, réhabiliter l'espoir. Aux jeunes, aux femmes et à tout le monde. Quand on sait que dans son pays, on a tout à construire, on a de l'espoir, on a du bon sens et on croit à son pays, mais on ne part pas.
Il faut qu'on construise l'espoir pour que les gens disent « c'est possible chez moi ». Et les gens restent parce qu'ils ont l'espoir. L'espoir est à construire et à consolider. Et nous irons ensemble. José Ramón Sáiz, votre mot de la fin, votre dernier mot? Bon, je suis vraiment encouragé pour faire des choses, non? Parce que, comme disait monsieur l'ambassadeur, on a le temps de vivre et de mourir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et si tu peux faire quelque chose, on doit le faire, non? Avec les petites grains de tout le monde, on fait une grande dessert de sable, je ne sais pas, dessert de sable. Oui, le grand dessert, oui. Oui, c'est ça. Madame la ministre, votre mot de la fin? Encore vous remercier, parce que c'était vraiment très très important. Le temps n'était Remercier pas Amina. suffisant, c'est un vaste sujet. J'imagine, mais On y reviendra. nous y reviendrons. Remercier Amina, l'encourager, lui dire que c'est elle la lumière. Il faut qu'elle veille à ne jamais s'éteindre. Pensez aux femmes africaines et leur dire que nous avons tout. Ne pensons pas que nous n'avons rien. Nous avons tout. En pôle position. Les populations sont jeunes, ambitieuses, la nature est clémente, l'écologie est bonne. Amina Lutumba Ndoye, vous avez été abondamment citée. C'est à vous que revient le redoutable privilège de clôturer cet entretien. Mais tout ce que je voulais dire, et je terminerai par le cadre où je suis partie avec M. Ramon, c'est que j'ai pu identifier des personnes qui pouvaient apporter quelque chose à tout le monde en général. M. Ramón Sáiz, pour son expertise au niveau de l'humanitaire et sa facilité à produire des kits de tout genre, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de là où on vit en temps de guerre, dans la forêt. Il a fait des kits pour mes équipes pour qu'elles puissent aller porter la bonne nouvelle dans les coins les plus reculés. Et Madame la ministre Ngoné Ndoye, qui est une femme, et Madame Nicole Toumba Bachua, qui sont des femmes qui ont des positions où elles peuvent apporter finalement la solution, elles peuvent crier plus fort que moi pour faire valoir les droits de la femme. Donc il faut savoir un peu se positionner. Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, avec ses sociétés, peut aussi encourager ces femmes, les mettre sur le bon rail. Donc finalement, il faut savoir identifier, il faut savoir l'idée. Alors savoir l'idée, c'est comme vous l'avez dit, c'est s'effacer. Voilà qui clôt de fort belle manière cet entretien relatif à l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme africaine. L'occasion pour moi ici de remercier très sincèrement mes invités pour leur disponibilité. Madame la ministre Ngoné Ndoye, merci. Merci vraiment beaucoup d'avoir fait le déplacement de Dakar pour nous honorer de votre présence sur le plateau du JT diplomatique. Monsieur l'ambassadeur Cheikh Keïta, auprès de la Commission internationale des droits de l'homme, merci beaucoup également d'avoir honoré le JT diplomatique de votre présence. Monsieur José Ramón Sáiz, merci beaucoup une fois de plus. Et surtout, bonne chance pour la poursuite de vos activités. Votre engagement vous honore. Et vous, Madame la Présidente de Empowering Women International, Amina Lutumba Ndoye, merci beaucoup et surtout félicitations pour cette conférence que vous avez organisée à Kinshasa à l'occasion donc de ce thème important. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'y revenir dans nos prochaines émissions tant ce thème reste évidemment d'actualité, celui du leadership et de l'initiative, des initiatives de la femme africaine. Je vous retrouve très prochainement, même heure, même lieu, sur le plateau du JT diplomatique. À très bientôt. Dingoma Tikulu menga meto Tatu Zimba Kananzi Tikulu Shimba Bonga Zakala Telema Ablo Diallo Yirikacho